Amis de l'histoire et du roman historique, bonjour. Donc c'est la suite de la Rome républicaine, donc dans cet univers antique, quoi. Hein. Donc dans la collection Belin, attention catastrophe là, dans la collection Belin, donc les mondes antiques. Donc là, la dernière fois, on a lu des passages de Rome, naissance d'un empire, donc de Stéphane Bourdin et de Catherine Virlouvet, hein, les mondes anciens sous la direction de Joël Cornette. Voilà, donc c'est le monde des historiens dans des beaux livres et c'est très intéressant à lire. Donc je vous encourage à lire ces ouvrages, hein, notamment Rome, naissance d'un empire. Il y a également, je vous l'avais dit, hein, Rome, cité universelle, hein, c'est la suite en quelque sorte. C'est la période impériale. Là. Et puis il y a plein d'autres ouvrages. Depuis, je crois, il y a l'Afrique, là, l'Afrique ancienne, l'Égypte, la Mésopotamie. Je n'ai pas retrouvé les livres consacrés à la Grèce antique. Enfin, c'est une collection très très intéressante. Voilà, donc il y a ça. Et puis, donc la suite, bah, c'est l'application en roman historique en quelque sorte. Alors, bien sûr, Bernard Simiot n'a pas utilisé ce matériel-là, hein. Il en a utilisé d'autres, mais c'est une possibilité pour parler donc du dictateur Sylla. Donc ça c'est un roman historique qui s'appelle Moi Sylla dictateur de Bernard Simiot, l'auteur de C'est Monsieur de Saint-Malo, qui est un excellent ouvrage également. Donc je vous lis la page de garde. Moi Lucius Cornelius Sylla détenant la magistrature suprême, j'ai renoncé à des honneurs et à des pouvoirs qu'aucun Romain n'avait connus avant moi. J'avais reçu cela sans vanité, et j'ai exercé ceci sans faiblesse. Premier magistrat de la République, j'avais vécu dans la pourpre. Maintenant, j'allais connaître le bonheur auprès de la jeune femme que j'aime. Plus de messages à dicter, d'ambassadeurs à recevoir, de décrets à signer, de poignards à craindre. Né patricien, ni le pouvoir ni l'or ne m'ont jamais ébloui. Je les ai utilisés pour mieux courber, enchaîner ou compromettre ceux dont le service ou la complicité m'étaient nécessaires. J'ai dit à Pompée qu'il était grand, il l'a cru. J'ai mis des vierges dans le lit des pères de famille et des garçons dans celui des matrones. Ils ne les ont pas repoussés. J'ai assuré Métellus qu'il était le meilleur général romain. Il le savait déjà. J'ai murmuré à Caeselia qu'elle était la plus belle de toutes. Elle m'a épousé. J'ai couvert d'or Archélos, il a trahi Mithridate. Renons avec son genre, avec un genre qui lui valut pour moi Zénobie, reine de Palmyre, le Goncourt du récit historique. L'auteur de Ces Messieurs de Saint-Malo nous traîne dans les dernières décennies de la République romaine. À travers l'émouvante et apocryphe confession de Sylla, Bernard Simiot nous livre le portrait romancé d'un des personnages les plus énigmatiques de l'histoire qui trouve dans son exil consenti le lieu d'une réflexion sur le pouvoir et l'impuissance, la démocratie et l'argent d'une troublante actualité. Voilà, donc j'ai choisi des passages pour vous. Donc page 76, Sylla à Athènes. Page 76. Sylla à Athènes. J'avais perdu Agathos, je gagnais Achille et Patrocle. Où aurais-je trouvé le meilleur compagnon pour me faire découvrir Athènes pendant les mois que je comptais y passer avant de partir pour la Macédoine? Nous avions à peu près le même âge, le niveau de mes études n'était guère plus élevé que le leur. Sans doute bien qu'il eût pris le plus grand soin de ne jamais paraître en données, Agathos m'avait prodigué des leçons de rhétorique art ignoré par Achille et Patrocle, mais ceux-ci avaient appris la vie en fréquentant surtout l'école de la rue et bientôt celle des affaires. Né à Athènes, d'un père Ramaïaos et d'une mère grecque, ils s'étaient vus conférer le jour de leur majorité la citoyenneté athénienne par des prytanes attentifs à ne pas manquer une occasion de flatter les vainqueurs. Tout savoir pour tout comprendre pour tout aimer. C'était un des axiomes favoris d'Agathos. À Athènes, avide de tout pouvoir, tout savoir, tout comprendre, je voulus tout aimer.
les temples, les mythes, les philosophes, le théâtre, le ciel, le chant des cigales, les îles posées sur la mer, l'ombre des héros tombés à Marathon, les Étaïres et les Éphèbes. Que ni les uns ni les autres ne se dérobèrent à mon désir, j'en acquis la certitude. Quelques jours après mon arrivée, pendant une promenade solitaire sur la lune dans les jardins de l'Académie, au détour d'un buisson de mitre en fleurs, une déesse au sein nu m'était apparue. Frappé par sa beauté, je l'avais reconnue avant d'avoir lu la dédicace gravée sur son socle. C'était Aphrodite, celle que nous nommons Vénus à Rome. La rondeur des seins, la largeur du ventre, la courbe des cuisses, le sourire du visage symbolisaient cette puissance mystérieuse que recelait un corps de femme, dont les formes évoquent autant les gestes de l'amour que la générosité de la vie. Guidé par une main divine, le ciseau de Phidias avait donné à cette statue la taille d'un être humain. Jamais je ne m'étais trouvé si proche d'une telle beauté, située à mi-chemin des mortels et des immortels. Ni dans mes bras, ni dans mes jambes, je n'avais encore serré une femme aussi belle que cette déesse sous la lune. Animé d'un élan dont je n'étais plus maître, je l'étreignis et la tins embrassée. Je me sentais en harmonie avec moi-même, avec l'univers. Les arbres, la terre, les étoiles se confondaient en moi, devenu tiède de marbre. Le marbre s'animait soudain. Je ne doutais pas que, comme elle avait fait avec le berger Paris, Aphrodite allait m'enlever dans un épais brouillard et me déposer dans sa chambre parfumée. La déesse s'est contentée de me donner un baiser dont la brûlure me projeta au même instant à la pointe du désir amoureux. Cette nuit-là, ayant regagné la demeure de Babulius, j'ai trouvé le jeune esclave syrien dans mon lit. Je l'en ai chassé. Vénus m'avait déjà comblé. Voilà, ensuite page 118, retour forcé à Rome. Page 118. Donc c'est bien écrit, hein. Enfin, moi j'aime bien cette écriture. Alors, page 118, d'accord. Je suis resté une lune à Bahia, remettant mes pas dans les chemins où mon grand-père m'avait conduit et trouvant autant de plaisir à aider les valets de ferme à fourrager qu'à chercher des livres dans la bibliothèque. Agathos avait deviné mon goût de la solitude. Je ne suis jamais moins seul que lorsque je suis seul. Cette réflexion de celui que nous appelons l'Africain, pour le distinguer des autres Scipions, je me la suis rappelée souvent au cours d'une vie à la fois hasardeuse et calculée, où j'ai dû prendre de graves décisions, tantôt en face de la multitude, tantôt en face de moi-même. À Bahia, les ombres de mon père, de mon grand-père me tinrent compagnie. Tous les deux avaient été des stoïciens sans complaisance. Était-il possible que, là où la mort les avait conduits, Champs-Élysées ou simple trou dans la terre, ils puissent juger ma conduite? Cette question, je me la posais chaque soir avant le sommeil, brutalement, comme on porte un coup droit en escrime. J'y trouvais toujours ces sortes de parades malhonnêtes dont usent les adolescents demeurés tricheurs pour se justifier. Les mœurs d'aujourd'hui n'étant plus celles d'hier, l'indulgence s'était substituée à la rigueur. Je n'ignorais pas non plus que nos débauches provoquaient plus de sourires que d'indignation. Parvenu à ce point de mes réflexions solitaires, je m'endormais enfin, la conscience apaisée. Le chant du coq et la corde du puits me réveillaient. Un réveil moins bucolique me sortit un matin de mon lit. Voyageant jour et nuit, un de mes compagnons des débauches, Rutilius, arriva à Bahia tandis que je dormais encore. Il avait forcé quelques chevaux. Son récit me bouleversa. Dénoncé par quelques traîtres, tous les membres de notre groupe étaient accusés d'avoir déshonoré 3 vestales. Ne souriant plus à nos fraudaines, Rome réclamait cette fois le châtiment suprême pour tous ceux qui
qui serait compromis dans cette affaire. Choisi pour sa sévérité quand il s'agissait de défendre les antiques vertus, le vieux consulaire à qui l'enquête avait été confiée avait aussitôt mis en prison les 3 vestales. Il entreprenait maintenant de dresser une liste de tous les jeunes gens susceptibles d'avoir profané à la fois des vierges en un lieu sacré. Je n'ignorais pas les noms d'Emilia, Lucinia et Maria, pas davantage ce qu'elles donnaient de bon cœur sans qu'on n'ait jamais besoin de les y contraindre. L'inquiétude de figurer une fois de plus sur une liste de suspects me mordit soudain le ventre au point de vouloir quitter immédiatement Bahia, partir n'importe où ou mettre le plus grand nombre de milles entre moi, Scylla et le terrible juge. De l'argent emprunté à Nicopolis, il me restait une somme suffisante pour gagner Brinde, m'y embarquer et rejoindre mes amis Achille et Patrocle à Athènes, Rhodes ou Milet. N'agis pas ainsi, réclama Rutilius. Tu t'accuserais. Le seul moyen de te disculper, c'est de revenir tout de suite à Rome et de t'y montrer. Absent, tu serais soupçonné, recherché, arrêté un jour ou l'autre. Ta présence plaidera pour ta bonne foi et permettra à Nicopolis de juger que le soir du viol présumé, tu étais dans son lit. Revenir à Rome, n'était-ce pas provoquer le destin? À la réflexion, j'ai jugé que Rutilius avait raison. J'ai pensé aussi qu'on venait de me donner une preuve d'amitié à laquelle je n'osais pas croire parce que je ne croyais pas davantage à la gratuité de tels gestes. Donc, page 171, retour d'Afrique. Page 171. Débarquant à Ostie après avoir passé 30 mois en Afrique dans les camps, bu de l'eau vinaigrée, mangé du pain dur, forniqué avec des filles à soldats, carassé des petits nubides et ri aux plaisanteries de mon général, j'avais hâte de retrouver ma demeure du Palatin, des vêtements souples et une cuisine raffinée, des esclaves silencieux. Ce luxe, qui m'est aussi nécessaire que la vie rustique, je l'associais encore à Nicopolis, alors que j'attendais le sommeil allongé sur le sable, sous les étoiles. L'image de son cadavre, j'étais parvenu à l'effacer pour me rappeler que le meilleur visage penché sur ma poitrine le jour où elle m'avait choisi chez le centurion Horatius à l'école des gladiateurs. Je ne fus pas moins content de retrouver Clélia, épouse parfaite, maîtresse de maison accomplie pour tenir ses gens et surveiller la dépense, sans doute agréable à regarder et entendre, mais plus éloquente à table qu'au lit. Professant toutes les vertus domestiques, elle était de ces femmes avec lesquelles un homme s'ennuie. La crainte de voir surgir les barbares aux portes de Rome n'avait pas empêché les citoyens d'honorer les combattants revenus d'Afrique. On me fit fête. Pour le parti des nobles, le mérite de la victoire revenait sans conteste à 2 seuls hommes, Metellus et Sylla. Le premier parce qu'il avait remporté de nombreuses batailles contre les Numides, le second parce qu'il s'était emparé de leur roi. Mon rôle dans cette affaire était encore plus applaudi par les comédiens, danseurs, mimes, cochers et gladiateurs, où mon souvenir demeurait vif et que j'aimais toujours fréquenter, au point de passer des soirées plus nombreuses en leur compagnie qu'en celle de ma femme. Que serait-il arrivé si un intérêt imprévu ne m'avait tiré de ce milieu où je me sens à l'aise telle une carpe dans un étang? La veille du triomphe de Marius, à la fin d'un repas où j'avais confié quelques amis de notre clan, la mère de ma femme, Clitumna, m'offrit en leur nom une grosse bague d'or où un artiste avait gravé la scène du roi Bocchus, me livrant Jugurtha enchaîné. Passé cet anneau, que je porte toujours à mon doigt, et qui est devenu le sceau de Scylla, me causa le plus vif plaisir. Nous bûmes plusieurs coupes de ce vin blanc produit par mes vignes de Bahia, et le dîner se prolongea tard.
Comme nos amis se retiraient, une soudaine envie d'air frais m'avait tenté. Je pris moi-même en main les rênes des 2 chevaux attelés à une voiture légère pour reconduire ma belle-mère chez elle au grand galop dans la nuit. Elle se taisait, je savais qu'elle avait peur. De la voix, j'ai excité les bêtes pour forcer leur allure. Palais, arbres, temples, toute la ville basculait sous la lune dans le grondement des sabots. Clitumna a poussé un léger cri et s'est blotti contre moi. Je me suis rappelé à ce moment que ma belle-mère n'était guère plus âgée que moi et qu'elle était veuve. Arrivée devant sa maison, sans se soucier des gardiens, elle a pris ma main, m'a conduit dans sa chambre, s'est étendue sur le lit et a soulevé sa robe. Elle n'avait pas dit un seul mot. Voilà, voilà. Donc, de l'érotisme, de l'érotisme. Alors, page 95, Scylla en Asie. Page 195, Scylla en Asie. Page 195. Alors, jeune homme, j'étais arrivé à Athènes, l'Athènes bouillonnante de strophes homériques. En débarquant en Asie, j'eus au fond des yeux l'image du jeune Alexandre posant le pied sur la plage d'Ilion et y lançant son javelot avant de donner l'ordre à ses Macédoniens de descendre à terre. Moi, Scylla, je ne venais pas conquérir l'Asie. Mon rôle devait se limiter à détruire les bases installées par les pirates sur les côtes de la Cilicie et aider le roi Cappadoce à recouvrer son trône. Les 3 cohortes de légionnaires mises à ma disposition par le Sénat disaient à elles seules la médiocrité de mon proconsulat, ainsi que Scaurus avait qualifié ma mission avec un sourire enfariné. Propréteur ayant rang de proconsul, j'avais déjà observé que l'importance d'une charge dépend moins de son objet que de l'ambition de celui qui l'assume. Simple questeur en Numidie, j'avais mis fin à une guerre incertaine en capturant Jugurtha. Nommé tribun militaire, j'étais vite devenu le premier légat du général Vercelli, prêteur urbain. Je ne m'étais pas contenté de présider des tribunaux et des fêtes. Avant même d'avoir quitté Rome, je pressentis que ma mission en Cilicie ne se réduirait pas aux limites précisées dans ma lettre de commandement. 6 personnages encombrants on avait voulu m'éloigner, on entendrait bientôt parler de moi sur le forum. Les nouvelles dont on m'informa quand j'arrivai à Tarse, siège de mon gouvernement en Cilicie, me révélèrent une situation plus grave que celle à laquelle je m'attendais. Une armée arménienne s'apprêtait à franchir les frontières de la Cappadoce pour soutenir l'usurpateur qui avait détrôné Ariobarzanes. Le chef de cette armée avait épousé récemment une fille de Mithridate. Tout devenait clair. Cette opération avait été montée par ce dernier pour s'emparer de la Cappadoce, première étape de la future conquête destinée à supprimer la présence romaine en Asie. Comment pourrais-je m'opposer à une telle entreprise avec les 1800 légionnaires de mes 3 cohortes? Je suis ainsi fait que l'orage développe mon imagination, durcit ma volonté, incite mon courage. Funeste pour les autres, les mêmes périls deviennent bénéfiques pour moi. J'admets volontiers avoir été comblé par les dieux. Ils ont fait de Scylla une sorte d'arbre auquel la tempête est nécessaire pour qu'il donne son meilleur fruit. Loin de m'abattre, la nouvelle d'un plus grand danger me fortifie. Il me fallait agir vite. Ne pas montrer aux Ciliciens un visage inquiet, m'installer au contraire à Tarse en grand appareil et dépêcher dans le même temps des informateurs secrets, les uns en Cappadoce pour me renseigner sur la situation politique de l'usurpateur face à la population, les autres vers la frontière arménienne pour observer les mouvements de l'armée. Construire à peu de frais par mon prédécesseur la demeure du gouverneur
de Cilicie m'avait paru peu convenir à la majesté de la République. Six architectes ont entrepris de restaurer pour en faire ma résidence l'ancien palais des rois séleucides tombé en ruine, tandis que j'envoyais à Rhodes un navire rapide pour me ramener des sculpteurs, des jardiniers et des rosiers. L'aigle aux ailes déployées, bientôt sculpté au fronton de mon nouveau palais, exprima la volonté romaine de perdurer en Asie. Voilà, en Asie, si là en Asie. Donc, page 245, nostalgie. Page 245, nostalgie. Hop là. Une fois encore, j'ai dû interrompre cette narration. Ma main tremblait trop. Incapable d'écrire, j'ai fait atteler une voiture pour aller à Pouzzoles, où venait d'arriver un navire. J'en ai profité pour me rendre dans la colonie de vétérans installés par mes soins dès mon retour en Asie. Je suis resté 2 jours, loin du luxe de Bahia, prenant mes repas avec d'anciens centurions auxquels j'avais apporté quelques bouteilles de Falerne. Nous avons évoqué des souvenirs qui intéressent ceux-là, seuls qui les ont vécus, si simples soient-ils. Les propos des vieux soldats ne sont intelligibles qu'à eux-mêmes. Ils demeurent un langage secret pour tous les autres. Moi qui ai tant aimé discourir avec des poètes, des comédiens et des philosophes, je m'aperçois aujourd'hui que je fus toujours plus charmé par mes propres propos que par les leurs. Avec mes vétérans, je ne risque pas de tomber dans les pièges tendus par de faux lettrés, pédants et sûrs d'eux-mêmes. Je suis dans leur vocabulaire restreint les mots précis qui nous suffisent pour peupler de bruit et d'images nos longs silences. Je regardais leurs visages brûlés de soleil, creusés de rides, parfois couturés, leurs épaules demeuraient massives, leurs coups épais, leurs poings énormes, leurs mains de tueurs. Il y a 10 ans de cela, lorsque je rassemblais mon armée devant Nola, il m'arrivait donc encore de choisir l'un d'entre eux pour une partie de lutte. Le plus souvent, je l'emportais sans que mon partenaire ait voulu s'incliner devant son général. Ce genre d'obséquiosité flagorneuse ne s'observe que chez les officiers supérieurs. Autrefois, aujourd'hui, le plus faible d'entre eux me renverserait d'une seule poussée. Eux aussi m'ont regardé. J'ai vu dans leurs yeux mes joues maigres et ma démarche hésitante. D'abord muets, d'une surprise mal dissimulée, ils m'ont bientôt exposé leur difficulté à se fondre dans la population de Pouzzoles. Hier, venus de toutes les régions de l'Italie, ils avaient trouvé une patrie commune dans la Légion qui les avait acceptés sans leur demander s'ils étaient ligures, ombriens ou latins. Pourquoi ceux de Pouzzoles, eux-mêmes, citoyens romains de fraîche date, les tenaient-ils à l'écart? Plusieurs générations seront nécessaires pour résoudre ce difficile problème. Sera-t-il jamais résolu? Alors, commentaire universel. Hein. Voilà. Alors, la fin, proche de la fin. Page 326. Page 326. 320. Hop, tic, tac, tic, voilà, j'y suis. Il me semble que les nuits sont devenues moins longues. Dormant peu, je guette les premières lueurs de l'aube. Je me lève entre la chambre de Valéria et celle des enfants pour les contempler sans qu'ils ne le sachent. J'en suis arrivé à cette sorte de supercherie parce que je ne veux plus les regarder en face sans que mes yeux soient mouillés de larmes. Le temps a passé plus vite que je pensais. Nous voici déjà parvenus au dernier jour du mois de janvier. Hier, dans le jardin, j'ai vu les premiers bourgeons pointer au bout des branches. Il m'arrive de m'arrêter d'écrire parce que de brefs éclairs s'allument soudain dans ma tête et que ma main se paralyse au même moment. Combien de temps me reste-t-il encore? Faut-il compter en lune, en décades, en jours?
Je suis soumis aux mains de mon nouveau médecin, un grec, que j'ai fait venir de Corinthe pour sa réputation de savoir vider les vessies plusieurs fois par jour par le moyen d'une tige de métal qu'il appelle cathéter. Voilà où j'en suis arrivé, moi, Sylla, vainqueur de Mithridate et dictateur protégé par Vénus. Il y a juste 2 ans, presque jour pour jour, je recevais les honneurs du triomphe sous les clameurs de la multitude. Je croyais encore que les dieux m'avaient comblé. Ils ne prêtent qu'à court terme et font payer cher. Voilà, donc très beau livre, hein, très belle interprétation de l'histoire, parce que c'est ça, le roman historique, c'est une interprétation plus ou moins fidèle pour faire rentrer de la romance dans la matière historique. Voilà, donc moi, Sylla dictateur, chez Albin Michel, de Bernard Simiot. Donc c'est pas récent, hein, c'est du XXe siècle, hein, je ne sais plus quelle date, c'est marqué quelque part. C'est de 93, au XXe siècle. Voilà, donc lisez de Bernard Simiot, moi Sylla dictateur. Magnifique livre. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous retrouve dans 15 jours pour autre chose, hein, dans le monde vaste de l'histoire et du roman historique. A très bientôt.